Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vous propose de tester le Huawei Mate 8. Alors, le Mate 8, c'est un terminal qui a été dévoilé en Chine en fin d'année dernière et qui a été redévoilé pour l'Europe et les États-Unis et d'autres marchés a priori au CES en début d'année courant janvier. Dans la boîte du Mate 8, vous avez un chargeur de ce type-là. Alors, c'est intéressant parce que c'est un chargeur de type Quick Charge, donc on est sur du, si je me trompe pas, c'est quoi? C'est 2 ampères, 9 volts. Euh, Il y a un truc à savoir, c'est que beaucoup de gens disent qu'il n'y a pas de chargeur Quick Charge dans la boîte. Et bah, d'après ce que j'ai vu, celui-ci est compatible Quick. C'est un chargeur Quick Charge. Donc je ne sais pas. Peut-être que c'est pas le meilleur des chargeurs possibles, mais en tout cas, vous avez quand même du Quick Charge intégré dans la boîte pour recharger rapidement votre smartphone. Un câble USB, micro USB, des écouteurs assez basiques, comme ça. Vous avez même une coque de protection. Alors j'espère que vous l'aurez dans la version commerciale également. A priori oui, si vous avez une boîte un petit peu comme ça. Ça c'est vraiment cool. C'est une coque, bon, je vais la mettre dessus vite fait. Je l'ai même pas essayé pour être honnête parce que c'est pas le genre de truc que j'ai l'habitude de tester. Mais voilà, ça rend comme ça sur le terminal et c'est plutôt sympa. Et vous avez également un petit outil pour accéder aux différents tiroirs proposés sur le terminal avec un petit peu de lecture. Parlons rapidement des specs de l'appareil. Le Mate 8, c'est un terminal qui tourne sous Android 6.0 Marshmallow avec Emotion UI dans sa version 4.0 qui est la dernière version d'Emotion UI, la surcouche de Huawei, en plus de la dernière version d'Android. C'est plutôt intéressant, enfin du moins sur le papier, on va en parler. Un écran de 6 pouces 1080p, donc 1080 par 1920, ça lui fait du 368 ppi, c'est du IPS Neo LCD protégé par Gorilla Glass 4. Pardon. On est sur un chipset d'iSilicon, Kirin 950, quad-core 2,3 plus quad-core 1,8, 32 Go de mémoire interne, 3 Go de RAM ou 64 Go de mémoire interne et 4 Go de RAM. Moi, là, c'est la version 32 Go. Vous avez également la version 64, on parlera d'ailleurs des prix juste après. Et vous pouvez mettre une micro SD pour augmenter jusqu'à 128 Go en plus au niveau de la mémoire. On a un appareil photo de 16 mégapixels, stabilisation optique, dual LED, caméra frontale de 8 mégapixels, une batterie de 4000 mAh avec chargement rapide, à peu près 35% en une demi-heure de charge. Côté prix, le Mate 8, c'est un appareil qui est proposé à peu près à 600 € nu, enfin sur le papier 600 € nu dans la version 32 Go, dans les faits c'est un peu plus cher que ça, un peu plus de 600 € pour la version 32 Go. Il y a une version 64 Go qui est assez compliquée à trouver. Je l'ai trouvé un petit peu à droite à gauche, mais c'est pas aussi diffusé que la version 32 et qui elle pour le coup est réellement à 670, ce genre de prix. Ce que j'ai pas trop compris, c'est que parfois vous avez en fait la version 32 Go à limite 650 € et si vous cherchez un peu, vous avez la version 64 Go à 670. Après voir où est-ce que vous l'achetez ce genre ce genre de choses. En tout cas, sur Vmall, la boutique officielle de Huawei et Honor, il est indiqué à 600 € en version 32 Go. Donc ça peut être la bonne solution pour l'acheter au meilleur prix entre guillemets. Ok, parlons design. Le Mate 8, c'est un terminal avec un design premium en aluminium, avec un mix aluminium et plastique. Alors là, on a des extrémités en plastique et on a un corps ici en aluminium. C'est quelque chose qui est plutôt réussi. Ça fait penser au, bah, finalement assez logiquement, ça fait penser au Mate S, dans la mesure où le Mate 8 est le successeur du Mate 7 et le Mate S est aussi une sorte de variante du Mate 7 dans une version améliorée. Donc, je veux dire, c'est logique, ils se ressemblent tous, bien entendu. Et donc là, vous voyez, par exemple, on a une intégration différente au niveau du passage des ondes. Là, les inserts ici sur le Mate S à gauche sont différents des extrémités ici qu'on a sur le Mate 8. C'est une approche différente, ça change pas grand chose. Juste pour info, donc vous l'avez aussi en deux couleurs. Là, c'est la version noir-grise, donc gris et plutôt noir-bleu avec un léger relief, enfin, pardon, un léger motif inséré que vous verrez peut-être difficilement là ici. Ouais. Oh, vous le voyez peut-être dans cette zone là. Bref, ça c'est la version donc foncée. Et puis vous avez aussi une version claire qui ressemble grosso modo au Mate S ici avec ce mélange entre le blanc en façade et le gris plus clair, plutôt argent à l'arrière. À l'avant, en haut, on a la sortie audio. Il y a une lettre de notification qui se situe sur la gauche. Là, vous la voyez pas. La caméra frontale et quelques capteurs. Les touches
dans l'interface directement insérée. Du coup, vous avez cette zone-là vide qui est pas trop encombrante. Sur la droite, on a tout ce qui est gestion du volume, le bouton on-off, verrouiller, déverrouiller également. En dessous, on a le port micro USB et le système de haut-parleur. Alors le haut-parleur, en fait, il est juste sur la droite. À gauche, c'est rien. C'est peut-être à la limite, il y a peut-être le micro derrière, voilà, c'est logiquement, mais en fait, la symétrie, c'est simplement esthétique. Le micro, enfin le haut-parleur est juste à droite. Et sur la gauche, on a un tiroir qui permet d'accéder à tout ce qui est SIM et micro SD à l'arrière, l'appareil photo juste là, avec le flash double température, un bloc un peu rond qui ressort un petit peu mais pas tant que ça, et on a le capteur d'empreinte digitale qui est rond ici alors qu'il était carré aux angles plutôt arrondis sur le Mate S. C'est à peu près tout. Les grosses différences finalement par rapport au Mate S, si je devais continuer de le comparer à ce dernier, c'est on a des tranches ici. Alors là, moi, c'est parce que je l'ai en blanc aussi le Mate S, c'est difficile de voir, mais on a l'alu brossé sur les côtés que vous voyez là à peu près. On a également l'écran 2,5D qui est un peu moins intégré. Alors ça va être très compliqué de vous montrer, mais pourquoi pas, on peut essayer. Donc vous voyez l'écran 2,5D, ça veut dire que c'est un peu bombé et ça s'intègre dans le design. Et là, ça le fait un peu, mais de manière moins bombée, c'est plus carré en fait finalement. Ça change absolument rien. C'est peut-être moins agréable quand vous glissez votre doigt comme ça, mais ça change absolument rien au final. Côté ergonomie, on a un appareil bien sûr qui est de grande taille, c'est du 6 pouces, mais il est assez optimisé, hein, les bordures sont pas énormes, l'espace en haut et en bas est pas non plus colossal, il est relativement léger et fin, donc au final pour un 6 pouces, il s'en sort bien moyennant quoi, bien sûr, c'est un terminal de 6 pouces, à une main ça va être très compliqué de l'utiliser, vous pouvez utiliser les modes comme ça qui permettent de réduire l'interface très rapidement, ça fait partie des fonctionnalités qui sont plutôt pratiques. Cela étant dit, moi il y a un truc que je regrette sur cet appareil, c'est qu'autant sur un Mate S, on avait des fonctions qui permettent notamment le double tap, tout simplement pour déverrouiller l'écran. Ça c'est bien niveau ergonomie parce qu'à une main c'est faisable. Là on l'a perdu, je comprends pas pourquoi. On peut déverrouiller avec le scanner d'empreinte digitale, là, comme je viens de le faire. Mais, et ça aussi je comprends pas, on n'a plus le système comme sur le Mate S où on peut faire descendre le tiroir des notifications avec le doigt en frottant sur le scanner. Et ça, pour un écran de grande taille, c'est utile. Pouvoir accéder par exemple à des notifs qui sont à ce niveau-là sans avoir à aller chercher tout en haut, ça a du sens sur un grand écran et Huawei a décidé de l'enlever. Et quand on regarde d'ailleurs le Honor 5X, la fonction a été intégrée. Donc je comprends absolument pas la logique de Huawei là-dessus. Pour moi, ça n'a pas de sens. Par contre, bon, les boutons sont assez ergonomiques, ils sont bien placés, ils fonctionnent bien, il n'y a pas de problème. C'est juste ces petits éléments-là que je comprends pas, mais après, c'est vrai que pour un 6 pouces, il est plutôt optimisé. Alors côté écran, on a du IPS, alors que sur le Mate S, on était en AMOLED. De fait, on va avoir des noirs qui sont moins puissants, qui sont moins profonds. C'est pas forcément dérangeant, moi j'aime moins, mais c'est une question de goût aussi et de préférence. Là, la caméra, je trouve que ça rend assez bien, mais c'est vrai que quand vous mettez la luminosité à fond, c'est pas terrible. D'ailleurs, les noirs tirent légèrement vers le bleu quand ils sont à fond. Ça fait un gris-bleu assez étrange. Et à l'inverse, les blancs tirent plus vers le rose. Ça peut sembler bizarre, mais c'est ce que j'ai constaté. Bon, c'est pas extrêmement bien calibré, cela étant dit, si vous avez envie vraiment d'aller au fond des choses, il est tout à fait possible d'aller dans affichage et ensuite d'aller dans, vous avez mode d'affichage qui permet aussi de changer certaines choses, mais surtout température de couleur qui permet de modifier justement ces éléments-là si ça vous plaît pas, quoi. Vous pouvez le faire varier plus dans certaines nuances. De base, c'est relativement bien calibré, mais vous aurez peut-être besoin de le faire si vous aimez bien avoir quelque chose d'un peu plus fin. Les couleurs sont moins vives de fait que sur un Mate S. Et que dire de plus? Les angles de vue sont décents, sont même plutôt bons. Et le dernier point, ce serait plutôt sur la finesse. Alors, on est sur un 6 pouces, c'est du Full HD, là où sur du haut de gamme chez la concurrence, on tirait plutôt vers du QHD. Moi, ça me dérange pas des matchs. J'ai vu pas mal de tests qui disent que c'est dommage. Pour ce prix, effectivement, on aurait pu avoir quelque chose de plus sympa. Mais pour être tout à fait honnête, et là vous allez le voir a priori, mais regardez, moi je trouve pas ça pénible ou quoi que ce soit. C'est une finesse qui est tout à fait suffisante à mon sens. Voilà, on est à 368 ppi. On va maintenant s'attarder sur tout ce qui est fonctionnalité sur ce Mate 8. Alors, c'est un terminal qui se tourne sous Marshmallow et Motion UI 4.0. Cela étant dit, Marshmallow, on le voit pas ou presque.
C'est quelques petites fonctions qu'on va retrouver, mais si je devais comparer mon Mate S par rapport à celui-là, en termes de fonctionnalité, il y a des choses en moins, comme j'ai mentionné, il y en a peut-être d'autres aussi que je pourrais vous balancer. Il y a des choses en plus, bien sûr, mais rien qui est réellement lié à Marshmallow. Et j'ai trouvé ça un petit peu étrange. Par exemple, dans Marshmallow, vous avez le mode ne pas déranger, vous le retrouvez sur ce terminal, mais c'est à peu près tout. Et en termes d'interface, il n'y a pas eu de gros changements depuis la version que j'ai par exemple sur le Mate S, qui est la 3.1 je crois, à la 4.0, je vois pas grand chose. Alors, on va passer en revue l'interface, les fonctionnalités, je vais vous montrer quelques petits trucs qui ont été rajoutés par Huawei qui peuvent être intéressants, qui peuvent vous intéresser. Et voilà, on va faire un petit tour complet classiquement. Vous avez votre page d'accueil, vous pouvez changer le fond d'écran, vous pouvez également aller chercher des thèmes qui se situent ici. Il y a un truc à savoir, c'est que chez Huawei et Honor, vous n'avez pas de, on va dire, tiroir des applications, tout se met sur l'accueil, donc il va falloir être un petit peu organisé si vous voulez pas en avoir partout. On a bien sûr la possibilité d'accéder au multitâche de cette façon-là, et si on reste appuyé dessus, on active le mode multi-view, enfin ça c'est comme ça qu'il s'appelle chez Samsung, enfin non c'est S-Windows, je sais plus les noms. En tout cas voilà, multi-view qui permet par exemple de bénéficier de deux applications en parallèle. Alors là, ça se voit pas, voilà, ça ressemble à ça. Chez Huawei, ce mode multiview, il n'est pas très utile pour deux raisons. La première étant que vous pouvez pas mettre toutes les applications que vous voulez. C'est souvent le cas, mais là, c'est très très limité. Si on regarde la liste d'applications compatibles, c'est 8. 8 applications compatibles. Vous n'avez pas Chrome, vous n'avez rien. Vous n'avez même pas le web, si je me trompe pas. Voilà. Vous avez juste cette liste-là. Vous pouvez gérer votre calendrier tout en faisant un calcul sur la calculatrice, regarder une vidéo tout en regardant les thèmes. Je trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc ce mode, en fait, c'est bien qu'il soit là, mais il sert à rien. Donc c'est un peu dommage. En plus de ça, on peut pas drag and drop des fichiers comme on peut par exemple chez Samsung. Donc moi je pense que voilà, c'est multiview c'est bien, mais là chez Huawei pour l'instant c'est un petit peu moyen. On compose un numéro de cette façon. Là, on a, oups, voilà, on a la possibilité de défiler, d'accéder au contact, bien entendu. On rentre dans un contact, les détails, le journal des appels, ça c'est assez pratique. Et on peut vraiment consulter un maximum d'informations sur cette page directement. On peut également scanner une carte de visite pour ajouter. D'ailleurs, si vous faites comme ça, alors normalement c'est, attendez, voilà, comme ça, pardon. Eh bien, vous pouvez accéder à votre profil. Et j'ai pas complété mes informations, mais bref, peu importe. En gros, si vous appuyez là, ça va générer un QR code à partir des informations que vous êtes mis dans votre profil. Et ça va vous permettre tout simplement d'avoir un QR code en accès rapide pour que les gens vous ajoutent dans leur liste de contacts. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est bien pensé. On a, hop, la possibilité d'écrire un message. Alors moi, là, j'utilise SwiftKey parce que, bon, maintenant, je pense que vous êtes habitué à Android, on peut changer son clavier. Mais de base, ça va être Swipe, que j'aime un petit peu moins, mais qui est très fonctionnel. Ou sinon, vous pouvez aussi utiliser le clavier par défaut dans Android qui marche tout à fait bien également. Donc là-dessus, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire. Euh, on va continuer dans ce sens-là, je pense. Pour le web, ouais, faisons dans ce sens-là. Alors, pour le web, soit vous utilisez l'explorer de base proposé par Huawei, soit vous utilisez, comme moi, Chrome, qui est très bien, et je vous conseille tout à fait de faire ça. L'expérience est bonne, les performances sont bonnes également. Sincèrement, il n'y a pas grand-chose à dire. Sur un grand écran comme ça, avec quand même une densité de pixels assez élevée, je trouve que la navigation web est confortable et ça fonctionne tout à fait bien. On a la synchronisation bien sûr avec votre compte Google si vous utilisez Chrome, donc ça, il n'y a pas de souci. Je vais faire dans l'ordre ici, après je vais passer dans les pages, c'est juste je veux rien oublier, comme d'habitude. Donc l'ordre n'est pas forcément logique, mais c'est logique pour moi. Alors, l'interface de l'appareil photo qui ressemble à ça, avec toujours... Ce système, ça fait penser un peu à Apple quand c'est sorti, avec vraiment les options sur le côté, qui sont d'ailleurs en lecture portrait et en paysage, c'est pas toujours très pratique, mais on s'habitue. On prend une photo en appuyant comme ça, zoom dézoom, on a quelques effets de base qu'on peut aller chercher si c'est quelque chose qui vous intéresse. On revient en arrière, on a un mode embellir. Alors ça plutôt optimisé pour la caméra frontale avec, vous voyez, le petit viseur ici qui vous dit où regarder. Et puis si vous mettez à 0, vous êtes de base. Et si vous mettez au maximum, en fait, vous avez la peau lissée. C'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement, mais voilà, c'est quelque chose qu'on a chez Huawei. Et pas que chez Huawei d'ailleurs.
On a le mode vidéo, on filme en appuyant directement sur le bouton, on peut mettre une sorte de lampe torche pendant qu'on filme, ce qui peut s'avérer pratique. Et on a quelques fonctions également ici, alors je vais vous montrer ça dans un instant, mais on a les options de définition. Alors, vous avez un mode 16 neuvième 60 fps qui est pas mal. On va revenir là-dessus un peu plus tard, mais qui est pas mal. Un mode aussi 1080p, là par contre c'est du, je crois, du 29 fps. Et puis ensuite vous pouvez définir d'autres résolutions. Pareil d'ailleurs quand vous êtes en mode photo, donc vous faire comme ça, paf, on revient en mode photo, on fait toc, paf. Et là ici on peut changer ça également. De base, le mode 16 mégapixels c'est du 4 tiers. Si vous voulez basculer en 16:9 parce que vous préférez, ce sera du 12 ou bien même du 1.1 en 12. Ça peut être utile si vous voulez cadrer directement pour Instagram, ce genre de choses. Le selfie parfait, c'est l'option avec la petite, vous voyez, avec la petite case qui s'affiche en haut. Prise de photo au toucher, vous pouvez changer ça. Enfin bref, il y a pas mal de choses comme ça. Alors normalement, la prise de vue rapide, on va voir si ça fonctionne. Double appui sur la touche volume bas et ça prend une photo très rapidement. Par contre, le focus se fait comme il peut. Donc c'est pas toujours incroyable. Et on a une option ici, time lapse, qui peut être utile. Et ensuite, dans les paramètres là, mode panoramique, un mode nuit qui est intéressant. Ça prend une sorte de rafale avec différents réglages et ça vous pond quelque chose de bien, mais il faut pas bouger. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Le mode HDR, un mode professionnel qui permet de bénéficier d'un peu plus d'options. Et ça, c'est toujours pratique si vous voulez aller un peu plus au fond des choses. Mode filigrane qui vous ajoute des mentions, c'est pas très intéressant. Un mode ralenti, réajustement de document qui permet de replacer dans le bon sens un document que vous avez pris en photo de façon par exemple un petit peu inclinée. Et ça marche plutôt bien. Dans la galerie, vous avez la possibilité d'avoir toutes vos photos à la suite de cette façon-là, ou bien d'avoir quelque chose d'un peu plus carré avec des albums. Donc là, par exemple, tout ce qui capture à partir de l'appareil photo, etc., etc. Tout est bien référencé. Vous pouvez également créer un nouvel album si vous le souhaitez pour encore plus organiser vos clichés. Et ensuite, quand vous ouvrez une photo, vous défilez dedans de cette façon-là. Vous avez supprimé, retouché également, qui va vous permettre de rogner, ajouter des filtres. Vous pouvez normalement dessiner aussi dessus. Voilà, moi j'utilise ça de temps en temps pour prendre des notes, ce genre de choses. C'est assez pratique, je trouve ça bien foutu. Et c'est rapide d'accès aussi. Par exemple, vous pouvez prendre une capture d'écran et ensuite dessiner directement dessus. J'en profite du coup pour basculer sur, je sais pas, ça me paraît pas mal comme transition, mais oups, j'ai foiré. Ça m'arrive sur Knuckle Sense, Knuckle Touch. Normalement, ça s'appelle Knuckle Sense. Alors, Knuckle Sense, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité de manipuler l'écran avec sa phalange, avec son doigt comme ça, là. J'ai toujours trouvé ça un peu étrange, mais ça marche assez bien et ça vous permet de faire quoi? Alors, vous pouvez faire des captures d'écran de différentes zones et ensuite, paf, l'enregistrer et dessiner dessus, par exemple. Donc, ça peut être utile. Vous pouvez définir différentes formes. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, vous pouvez appuyer deux fois. Normalement, ça prend une capture d'écran. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi un nouveau truc qui est pour le coup assez cool. Alors, il y a deux choses. Bon, ça, c'est pas nouveau. Il faut taper un peu dessus, mais vous pouvez faire C par exemple pour ouvrir l'appareil photo. Normalement, il y a quoi? Il y a E pour Explorer, je crois. Non, c'est quoi E? Faut le faire comme ça. Je sais plus. Je connais pas par cœur tous les trucs. Bon, M, ça va être musique, voilà. Ce genre de choses. Et puis ensuite, il y a une nouveauté sur le Mate 8 qui est plutôt sympa. Pour le coup, vraiment bien. Là, ça m'intéresse moi-même en tant que créateur de contenu. Et peut-être que vous aussi. Mais vous faites double tap avec vos phalanges là, comme ça. Et ça va vous ouvrir un mode qui s'appelle capture vidéo. Et là, je vais accepter pour vous montrer. Et en gros, ça enregistre. Vous choisissez deux modes, soit HD, soit mini, qui va réduire la définition. Et vous avez un mode démo. Alors, vous voyez, vous avez le petit truc qui vous suit. Donc, c'est pas toujours optimisé. Mais dans tous les cas, voilà, vous avez ça. Et vous refaites une deuxième fois. Toc, vous allez dans... Et ça va enregistrer directement la vidéo. Et honnêtement, la qualité est vraiment pas mal. Ça va être là-dedans. Par exemple, je peux vous montrer. Et vous avez la voix aussi enregistrée par le micro. Deux modes, soit HD, soit mini, qui va réduire la définition. Et vous avez un mode démo. Alors vous voyez, vous avez le petit truc qui vous suit. Donc c'est pas toujours optimisé, mais dans tous les cas, voilà. C'est assez fluide et ça marche bien. Donc ça, je trouve ça cool. Ça, c'est le genre de fonction, normalement, ça nécessite une application tierce. Donc ça, c'est une bonne chose.
D'ailleurs, pour continuer sur les fonctions ajoutées par Huawei, on va aller un petit peu dans les paramètres, la gestion du double SIM. Alors tout ça c'est pas rajouté, mais par exemple on a ça, de type d'écran d'accueil simple ou classique. Simple, c'est pour vraiment les gens qui débutent sur le smartphone, donc vous pouvez utiliser ce mode-là si vous le souhaitez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Son, identification via empreinte digitale, bien sûr. Alors, ici, vous avez quelques fonctions offertes. C'est-à-dire, vous pouvez configurer, bien sûr, votre empreinte digitale. Ça se passe ici. Je vais pas le faire. C'est rapide, il n'y a pas de problème. Voilà, vous avez un setup, vous glissez votre doigt dessus pendant quelques secondes et c'est réglé. Ensuite, vous pouvez prendre des photos, par exemple en mode selfie, en laissant votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale. Vous pouvez prendre un appel ou annuler une alarme, mais il manque la descente du panneau de notification qui est pas disponible, ce genre de truc. Et si on regarde par exemple le Honor 5X, tant qu'à faire, on se dit bah c'est du haut de gamme, pourquoi on n'a pas les fonctions qu'on trouve sur un Honor? Et sur le Honor 5X, on peut lancer des applications avec le scanner d'empreinte, on peut appeler des contacts avec le scanner d'empreinte, différents contacts en fonction de votre geste. Vous pouvez également ouvrir le multitâche avec le scanner d'empreinte. Enfin, on perd vraiment. On a des fonctions en moins par rapport à des terminaux qui sont de gamme inférieure. Ou par rapport au Mate qui est pour le coup sorti bien avant. Et ça, je peux pas le comprendre en fait. Ça n'a pas de sens pour moi. Donc là, quelques options ici. Écran de verrouillage. Ouais, quelques paramètres également. Je vais juste voir un truc là que j'ai vu passer. Action en glissant le doigt, c'est quoi ça? Section intelligente, faire glisser le doigt vers le bas pour afficher l'heure de la réception. Ah oui, c'est vrai. C'est quand vous défilez comme ça et par exemple si vous avez des notifs, ça va vous ouvrir ça. Si vous n'avez pas de notifs, normalement, bon, on peut le tester, ça va vous ouvrir les raccourcis. Là, il y a encore ces deux notifs qui veulent pas partir. On va les effacer juste pour voir. Je veux juste m'assurer que c'est ça, pas dire de bêtises. Ouais, voilà. Ça veut dire qu'en gros, si vous avez des notifs, il va vous mettre les notifs. Et si vous n'avez pas de notifs, il va vous mettre le panneau de raccourci. Ça a du sens. Assistance intelligente, on a la barre de navigation qu'on peut personnaliser, c'est la barre qui est juste en bas, ça c'est bien, c'est une bonne fonction ajoutée par Huawei. Menu flottant, c'est une boule qui flotte, c'est pas très intéressant, à part si vos touches sont cassées ou je sais pas quoi. Après, quelques fonctions de type retourner pour, par exemple, diminuer le volume de la sonnerie, retourner pour le volume, enfin, pardon, pour les alarmes. Capture d'écran intelligente, ça c'est pour le knuckle. Gestion d'activation, geste d'activation du double fénétrage, c'est quoi déjà? Ah oui, ça j'ai pas. Ouais, bon, ça marche comme ça en fait. Faire un geste comme ça, vous allez pouvoir accéder au double fénétrage. C'est ce genre de choses, c'est tous ces trucs-là que je vous ai montré un petit peu tout à l'heure. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Paramètres avancés, ouais, pas grand-chose ici. On a l'agenda qui ressemble à ça, avec différentes vues, mois, semaines, etc. Vous défilez comme ça, vous choisissez votre date et vous avez l'événement qui s'affiche en dessous. C'est plutôt bien foutu. La galerie, on a regardé. Le lecteur musical qui ressemble à ça, c'est un truc qui est assez bien fait, qui prend, il me semble, la couleur d'ailleurs la couleur, il me semble qu'il prend la couleur du morceau, ouais. Voilà, là vous voyez, c'est en fonction de la pochette, ça va prendre les couleurs, donc ça c'est sympathique. Honnêtement, le lecteur musical il marche bien. Il n'est pas compatible Chromecast par contre, ce que je trouve un petit peu dommage. Parce que là, moi j'ai pas mal de Chromecast ici et j'aurais bien aimé l'utiliser avec. Vous pouvez avoir éventuellement les paroles si elles sont dans le morceau et c'est à peu près tout. C'est un système qui marche bien. Juste un truc, j'en parle maintenant. On va mettre ça. Bon, en gros, le haut-parleur sur le Mate 8, il se situe en bas, juste ici, là où il y a mon doigt, là, voilà. Il est en dessous, donc il n'est pas bloqué par l'arrière quand il est posé sur une surface, donc ce qui est bien. Le volume est ok, même plutôt bon, et la qualité est correcte. C'est pas incroyable, parfois ça sature un petit peu sur certains morceaux, mais globalement c'est pas mal. Et si vous voulez l'utiliser pour regarder un film ou pour discuter avec quelqu'un, ce sera ok. Un petit peu plus que la moyenne actuelle, mais pas non plus incroyable. Vous pouvez bien sûr lire des vidéos via soit le système intégré, soit bien sûr si vous avez envie de télécharger une application tierce qui permet de lire des fichiers, il n'y a aucun problème. Ça se passera aussi par là. Les thèmes, on a regardé. Non, on n'a pas regardé, mais en gros, vous avez différents thèmes. Et vous pouvez également en télécharger sur Internet. C'est pas si simple, toujours chez Huawei. Il faut aller sur des forums chinois. C'est un peu étrange. Mais une fois que vous avez les thèmes, vous pouvez les personnaliser, choisir quels éléments vous voulez de chaque thème. Et c'est plutôt intéressant. Maintenant, rien ne vous empêche, si vous n'aimez pas cette surcouche,
d'installer un launcher. Après, vous pouvez aller l'activer dans les paramètres éventuellement. Pour vos mails, vous avez deux possibilités. Soit le client proposé par Huawei, qui est juste ici, qui est pas mal foutu d'ailleurs, assez esthétique, qui optimise bien l'espace. Et puis vous avez bien sûr la possibilité d'utiliser Gmail par défaut ici, qui est tout à fait bien également. C'est juste une question de préférence. Dans la mesure où maintenant dans Gmail vous pouvez aussi mettre vos autres comptes, enfin ça fait déjà un bail mais c'est possible. Un gestionnaire de fichiers, toujours pratique, voilà, qui est juste là, qui vous fait un petit récap aussi de la mémoire utilisée. Vous avez un gestionnaire du téléphone, ça c'est un classique de Huawei, qu'on retrouve aussi chez Honor bien sûr. Ça va vérifier vos fichiers, vérifier quel fichier temporaire il peut supprimer, nettoyer éventuellement la RAM s'il y a besoin. Il peut checker aussi s'il y a des applications qui consomment un petit peu trop d'énergie. Il va vous demander si vous voulez les faire. Mais enfin, c'est un ensemble de trucs comme ça. La gestion aussi des flux de données. C'est bien. C'est bien. Ça fait plaisir d'avoir ce genre de trucs. Vous avez aussi normalement une blacklist. Ouais, le filtre anti-harcèlement. Tout est regroupé là-dedans. Mais c'est là-dedans que vous allez retrouver la possibilité, par exemple, de blacklister quelqu'un si vous avez des appels d'une personne non désirable, on va dire. Dans les outils, la météo calculatrice, lampe torche, on a un dictaphone qui est plutôt cool avec différents modes, notamment un mode réunion, un mode interview ou normal. Et réunion, en fait, ça va réussir à prendre le son de différents sens et vous allez pouvoir vraiment cibler d'où vient le son quand vous réécoutez ce genre de truc. Donc c'est assez cool. Ça marche assez bien, ce genre de truc qu'on a aussi chez Samsung. Pour ne citer que Samsung, on a une boussole, voilà. Ça, on s'en fout. Et ensuite, je crois que j'ai fait à peu près le tour sur les applications de base qui sont installées par Huawei. Ah non, on a aussi Santé qui est juste ici, voilà également. Alors, Santé, c'est une application qui va compter vos pas. Hop, voilà, vous avez déterminé votre profil. Je ne l'ai pas fait du tout, hein, mais veuillez entrer un pseudonyme, ok. Axel, c'est moi. Voilà. Et je peux dire objectif santé, nombre de pas. Et d'ailleurs, vous les avez vus tout à l'heure. Hein. Moi, je les ai enlevés du panneau de notif. Vous les avez peut-être vus. Ils étaient fixés en haut du panneau et ils disent à combien de pas je suis pour l'instant. Donc ça, c'est pratique que ce soit préinstallé, pré-réglé. Vous pouvez passer à 17 000 pas par jour. Ça me paraît beaucoup. Là, le profil est pas le bon, donc là, et je peux te dire combien je pèse et combien je voudrais peser, et avec l'IMC qui est associé. Et ça, c'est pas mal, parce qu'après, vous faites terminer, vous avez une petite interface comme ça, qui compte vos pas. Vous pouvez commencer un exercice, ça va vous dire combien d'étages vous avez monté, la distance parcourue, les calories, et le poids, bah ça, normalement, c'est à vous de le rajouter. Hein. Vous pouvez faire une saisie manuelle de cette façon-là. Et moi, j'aime bien. Là, pour le coup, je veux dire, c'est simple à utiliser, c'est pas comme S-Health chez Samsung, qui est peut-être plus complexe, mais plus complet aussi, bien entendu. Là, on a quelque chose de très basique, très simple, mais qui est mieux que Google Fit. Google Fit qui est pas terrible, je trouve. Bien là, hop, on a ça et on a les notifs qui se raffichent. Du coup, il dit que je suis à 44 pas, 1,9 calories et 0,03 km. C'est pas terrible. Côté autonomie, donc on a une batterie de 4000 mAh. Vous avez un utilitaire, comme je vous ai montré tout à l'heure, mais là, ça permet d'aller un peu plus dans les détails. De système de gestion de la batterie qui permet de scanner et de dire ok, tu as telle application qui consomme beaucoup, si éventuellement tu fermes cette application, tu peux gagner, là il me dit 6 minutes, donc je peux optimiser si je veux, il va me lister les trucs, et ça c'est plutôt cool, c'est assez sympathique. Alors ensuite après, il y a un mode d'économie, il y a plusieurs modes, mode intelligent, mode ultra et mode performance. Performance, ça y va à fond, l'appareil va être moins autonome de fait. De base, vous êtes en mode intelligent, ce qui est plutôt pas mal, avec d'ailleurs certaines applications qui va en fait mettre en veille certaines applications, à part les applications qui sont dans la liste des applications protégées. Par exemple, je vais dire Instagram est protégé, ça fait que quand l'appareil passe en mode veille, eh bien il va quand même recevoir les notifications Instagram et je pourrai les avoir quand je vais rallumer mon écran. Ce genre de truc. Mais ça permet quand même, si vous gérez ça, là par exemple il dit, cette application-là, elle est non protégée et elle est gourmande. Donc je veux, il me le mentionne en plus, mais moi je veux la protéger parce que j'en ai besoin, notamment pour faire mes tests, ce genre de truc. Voilà, mais ça c'est pas mal. Alors niveau autonomie, qu'est-ce qu'on a? Moi j'ai pas de courbe à vous montrer, mais j'ai fait mon test classique d'autonomie qui sera sur le test écrit sur test mobile. Je vais essayer de faire vite, mais en gros, à la fin de ce test d'autonomie, il finit à 59%, ce qui est pas mal. 60% c'est bien. Ça veut dire, après, pour rappel, hein, pour ceux qui connaissent pas ce test, mais c'est 1 heure de lecture musicale, 1 heure de surf actif sur le web, 1 heure de lecture vidéo également, 1 heure de jeu en 3D assez lourd,
et quelques prises de photos et capture d'une vidéo. Je veux dire, c'est une utilisation assez lourde d'un amateur de smartphone, mais pas extrêmement lourde. Il y a des gens qui utilisent beaucoup plus leur smartphone, et peut-être d'ailleurs vous. Donc après ce test-là, je me retrouve à 59% d'autonomie, sans compter bien sûr le temps de veille qui peut prendre un petit peu. Ça veut dire concrètement, moi ce que j'ai constaté, c'est qu'après une journée d'utilisation, on va dire semi-intensive, je me retrouve avec à peu près 50% d'autonomie restante en fin de journée. C'est cool. Maintenant, cela étant dit, bien sûr, ces 50%, ça va être peut-être un peu dur de les utiliser le lendemain. Cela étant dit, moi j'ai pu sans souci les utiliser et terminer la journée à, bien sûr en fin de batterie. Mais si vous l'utilisez de manière un peu plus légère, vous aurez 2 jours normalement sans trop de problèmes. Moi, c'est parce que je l'utilise de manière un petit peu lourde. Donc voilà, c'est une bonne autonomie offerte par le Mate 8 avec 4000 mAh. En plus, vous pouvez le recharger rapidement avec le chargeur adéquat. Si vous l'achetez, ce produit, vérifiez dans la boîte que vous ayez un chargeur Quick Charge. Peut-être, moi je l'ai eu, peut-être que vous ne l'aurez pas. Ça m'intéresse d'ailleurs de savoir si vous avez acheté un Mate 8. Dites-moi si vous avez un chargeur Quick Charge ou pas dans les commentaires. Alors côté performance, c'est un produit qui n'a pas de souci particulier. Il va vous offrir de très bonnes performances en jeu et dans l'interface. Après, pour ceux qui sont intéressés par des résultats éventuels de bench, je vais essayer de me concentrer sur les résultats de bench et de les lire tout en jouant. Ça va être assez drôle et je vais sûrement avoir un souci. Alors, niveau performance, il tourne à 87 000 sur Antutu en V6. Et pourquoi j'ai choisi de faire ça? Et 919 points sur un 3D Mark dans le premier test, le test adapté. Donc c'est en fait en termes de Antutu, c'est bien, mais côté GPU, on est quand même pas au top du top. Voilà, comme moi là. Et voilà, et dernier truc que je voulais vous dire aussi, c'est sur Geekbench, on est à 6130 points. Si vous avez envie d'avoir une idée de ce que ça donne, vous pouvez voir la liste des résultats sur Geekbench, le site de Geekbench. Alors autre point à relever maintenant, c'est tout ce qui est chauffe. Alors moi ce que j'ai constaté, c'est en faisant un jeu, par exemple une demi-heure de jeu en 3D, par exemple comme celui-ci, ou par exemple du GPS. Il va chauffer légèrement, mais rien de bien méchant. Ça va surtout chauffer sur l'avant du terminal au niveau de la PN à peu près. C'est pas la PN qui chauffe, hein, c'est les composants qui sont en dessous, mais c'est à peu près par là. Mais c'est loin d'être réellement problématique. C'est un détail. Mais ça chauffe très légèrement quand même. Et puis avant de passer à la conclusion, on va s'attarder sur tout ce qui est qualité photo et vidéo sur le Mate 8. Moi, ce que j'ai constaté, et puis comme d'habitude, ces échantillons, vous les trouverez sur testmobile.fr dans une galerie. Ça vous permettra de voir tout ça par vous-même. Mais concrètement, 2 jours, moi j'ai constaté que les couleurs étaient bonnes. Là, il manque un tout petit peu de lumière peut-être. Qu'est-ce qu'on a de plus éclairé éventuellement? Peut-être ce genre de choses. Les couleurs sont bonnes, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Le focus est ok, la mise au point est bonne. La plupart du temps, en mauvaise condition de lumière, ça va être un tout petit peu plus compliqué. Quand je dis un tout petit peu, c'est pas mal. Par contre, j'ai trouvé que ça me manque de détails de manière assez costaud. C'est-à-dire que quand, alors là, je vais essayer d'avoir des photos un peu cool. Même par exemple sur une photo comme ça, avec, c'est le même studio que ce que je suis en train d'utiliser, avec de la lumière autour. Et bien quand on commence à zoomer, on se rend compte du manque de détails. Et ça, on le voit aussi sur des clichés. On le voit surtout sur, par exemple, un cliché comme ça. Il y avait de la lumière, hein, c'est dehors, le jour, etc. Et les arbres, en fait, ils sont dégueulasses. Ils sont complètement dégueux alors que je bougeais pas. Et ça, j'arrive pas à le comprendre. J'arrive pas à comprendre pourquoi ça manque de détails dans l'image, même quand il y a de la lumière et que je bouge pas. Le focus, ça avait l'air bon, il n'y avait pas de souci. Et ça, je l'ai constaté sur pas mal de clichés. En fait, le rendu est bon au niveau des couleurs, les contrastes sont bons, c'est équilibré, il n'y a pas de problème, mais ça manque de détails et pour moi, j'ai trouvé ça assez étrange. Après, vous pouvez créer des clichés avec une semi-profondeur de champ assez sympa. Ça, je ne sais pas si j'ai des clichés à vous montrer. Par exemple, là, sur ce genre de choses, on a quand même en premier plan quelque chose qui est assez clean et puis derrière, bien sûr, un peu de flou qui va bien. Donc ça, c'est assez sympathique. Et puis, alors, quand on manque de lumière, c'est un peu différent. On est plus sur quelque chose qui est très très moyen. Je dirais même, bon, les couleurs sont moyennes. La balance des blancs, parfois, un petit peu de difficulté. Et ça manque de détails. Là, pour le coup, c'est plus logique, mais ça manque cruellement de détails. L'image est brouillée assez rapidement. Et quand je dis ça, c'est de nuit.
et c'est un peu brouillé, mais de jour, quand il manque un tout petit peu de lumière, on sent quand même du bruit sur tout le cliché, et ça peut être éventuellement dérangeant. C'est pas extrêmement problématique, mais moi ça me plaît moyennement sur un terminal haut de gamme de cette façon-là. Il y a un truc aussi en plus pour terminer sur la photo avant de passer à la vidéo, c'est que vous avez un mode nuit qui est assez intéressant. Ça, c'était le même emplacement, c'est dans un placard, c'est pas très intéressant, mais c'était un bon test, on voyait rien. J'ai activé le mode nuit, mais je bougeais, donc ça a fait ça. Là, je l'ai activé sans bouger, mais j'étais pas sur pied, j'étais à main levée. En fait, ça va capter beaucoup plus de lumière parce que ça va prendre entre 5 et 10 secondes à peu près. Et les couleurs sont bonnes, il n'y a aucun souci, mais c'est juste que bien sûr, vu que je bougeais, bah, c'est complètement compliqué d'avoir le focus correctement, enfin d'avoir une image nette. Et donc le mode nuit, il est super efficace. Honnêtement, utilisez-le, mais mettez-vous sur un pied ou calez-vous contre un mur, un muret, je sais pas, n'importe quoi, un pote. Mais non, ça bouge un pote. Mais bref, donc ça c'est à noter. Un mode nuit qui est là, qui est pas mal, mais faut absolument pas bouger, sinon ça sert à rien. Parlons maintenant de la vidéo. Vous pouvez capturer en 60 fps 1080p au max. Et en toute franchise, les 60 fps ils sont cool. Vraiment bien, ça rend super bien, c'est propre. L'image est très très fluide, c'est vraiment top. Moi, ça, j'ai trouvé ça très très bien. C'est un peu c'est stabilisé aussi et ça se sent un petit peu, mais sans que ce soit trop accentué. Et moi, j'aime bien. Les couleurs sont pas mauvaises. Par contre, là, vous le verrez pas bien sur cet écran-là, en plus avec le dézoom, mais si vous regardez l'échantillon sur YouTube et vous mettez en vraiment Full HD, vous verrez que le rendu est pas très bon, ça manque de détails. C'est comme d'habitude, c'est souvent comme ça, mais la vidéo est moins bonne que la photo. Et c'est vrai que sur des plans avec plein de petits éléments, bah, en vidéo, ça rend pas très très bien. Alors vous pourrez bien l'utiliser pour filmer vos souvenirs, vous filmez vous si vous avez envie. Si vous voulez aller un peu plus loin, c'est pas forcément le smartphone à choisir pour faire des trucs que vous voulez mettre vraiment sur YouTube, ce genre de choses. Par contre, notez que le son est bon. Je vais essayer de vous remettre le passage là avec scooter ou je sais pas quoi, là. Voilà. Plutôt bien, pas trop de bruit de fond. Alors par contre par rapport à la vidéo en 60 fps, il y a un truc à noter, c'est que quand, là vous le voyez pas très très bien, mais je vais rentrer dans un placard, voilà. Et il y a un peu de lumière dedans, et en fait on voit absolument rien. Je vais vous montrer la même chose en 30 fps. Il doit y avoir, voilà, le capteur doit être géré de manière différente, mais en fait, vous voyez en fait. Vous voyez très très bien. Et donc ça c'est à noter. De nuit, le 60 fps il est à oublier parce que vous verrez absolument rien. Par contre de jour, vous aurez quand même une image sympathique, pas détaillée, mais très très fluide et avec de belles couleurs et de beaux contrastes. Alors résumons rapidement pour ce Mate 8. Moi ce que j'ai détecté c'est que du côté des points positifs on a un design premium qui est très réussi en aluminium, sympathique, pas extrêmement original par rapport au reste de la gamme, mais c'est cohérent par rapport aux autres produits de Huawei donc ça me va. L'autonomie est bonne et ça c'est toujours un gros plus sur un smartphone. Et même haut de gamme, hein, je veux dire, il y a plein de smartphones haut de gamme qui ont une mauvaise autonomie. On a quelques fonctions qui sont intéressantes. Cela étant dit, et là hop, je fais un parallèle avec les points négatifs, mais on a aussi des fonctions en moins qu'on trouve sur d'autres terminaux Honor ou Huawei. Et moi je trouve ça dommage, là on est en très haut de gamme, on est en haut de gamme, on devrait bénéficier du maximum des fonctions, quoi. On devrait d'un maximum de fonctionnalités, pardon. Donc voilà, l'écran est plutôt bon. Et bah, l'appareil photo, moi je l'ai mis entre les deux. C'est-à-dire que il a du bon et du mauvais. En photo, ça peut être bien de jour. En vidéo de nuit, c'est pas terrible, ça va dépendre. Euh, Ça va dépendre de vos besoins. Globalement, moi je le trouve moyen, mais il a des petites forces. Par exemple, les différents modes, le mode ralenti, time-lapse, on a le 60 fps. Je veux dire, c'est pas anodin, ça peut être utile. Et puis du côté des points négatifs, moi je reste toujours sur mon idée que un smartphone doit être manipulable facilement à une main. Donc pour moi, un smartphone qui est trop grand, c'est négatif. Donc je le mets là-dedans pour vous, si vous êtes intéressé par ce point-là. Cela étant dit, si vous achetez un produit de 6 pouces et que vous savez la taille qu'il fait, vous savez quelles sont les contraintes d'une taille comme cela. Donc si vous cherchez aujourd'hui un appareil avec un grand écran, eh bien écoutez, c'est pas un point négatif pour vous, au contraire, ça fait partie des critères de sélection. Donc voilà. Point, je sais pas, moi je l'ai mis dans les points négatifs parce que pour moi Marshmallow est invisible, c'est-à-dire qu'on sent pas que c'est du Marshmallow, on le voit pas au niveau de l'interface, il n'y a pas de grosses nouveautés, et c'est ce qui fait qu'au final, mon avis final sur ce produit, il est loin d'être négatif, il y a plein de choses sympas,
honnêtement, il a tout pour lui, au final. Il lui manque bien sûr des éléments, mais voilà. Mais je suis loin d'être bluffé, surtout pour les fonctionnalités. C'est-à-dire que moi, je prends ce produit-là, je mets un Mate S et un Mate 7 à côté, et bien je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui est apporté par Huawei. Et on n'a même pas, par exemple, sur le Mate S dans la version 128 Go, ça a été un flop d'ailleurs, il n'y a pas Force Touch. Enfin, on avait... Normalement, il y a Force Touch, mais on l'a jamais testé parce que c'est jamais sorti ou enfin c'était un peu n'importe quoi. Là, par exemple, c'est une fonction qu'ils n'ont pas du tout implémentée sur ce produit. Ils ont peut-être appris de leurs erreurs, mais en l'occurrence, cette année, sur l'annonce de ce produit, il n'y a rien eu de vraiment transcendant. Il y a quelques trucs cool, et vous les avez vus tout au long de ce test, mais je suis pas bluffé par ce produit. Et bah oui, mine de rien, moi j'attends d'être bluffé par les flagships des constructeurs chaque année, parce que je pense que c'est la logique à adopter si on veut bah, être un peu critique et prendre un peu de recul. Voilà, moyennant quoi, c'est loin d'être un mauvais produit, vous l'avez constaté tout au long de ce test. En tout cas, j'espère que ce test vous aura aidé si vous êtes en train éventuellement de choisir un terminal de haut de gamme. Je vous ai mis un lien dans la description si vous souhaitez l'acheter par exemple sur Amazon. Moi je vous dis à bientôt, salut!